Il y a des maisons qui tuent lentement, pas avec du feu, pas avec du poison, avec quelque chose de bien plus difficile à nommer, quelque chose qui attend, qui observe et qui choisit. Tony Pickman ne savait pas ça quand il a signé le bail. Hutchinson, Kansas. Une ville comme il en existe des centaines dans le Midwest américain. Des rues en briques, des façades victoriennes qui penchent légèrement sous le poids du temps. Un fleuve gris qui longe les faubourgs sans jamais rien emporter. Une ville tranquille, disaient les habitants. Une ville ordinaire. Ce qu'ils ne disaient pas toujours, c'est qu'Hutchinson avait une autre réputation. Une réputation qu'on évoquait à voix basse, qu'on réservait aux étrangers curieux ou aux soirées trop longues. La ville avait ses fantômes, ses histoires. Et au coin de North Second Street, elle avait cette maison. Une maison d'un étage et demi, construite à la fin du 19e siècle. Rien d'impressionnant, rien de gothique, pas de tourelle, pas de grilles rouillées, pas de jardin envahi par les ronces. Juste une façade ordinaire, des fenêtres rectangulaires, un porche qui donnait sur une rue calme. La maison ressemblait à ses voisines. Et c'est peut-être ça, le plus troublant. Les choses les plus dangereuses ne préviennent pas. En 1992, Tony et Deborah Pickman cherchaient un logement. Ils étaient jeunes. Ils formaient un couple ordinaire, avec une vie ordinaire devant eux. La maison de North Second Street était disponible. Le loyer était raisonnable. Et personne ne leur avait dit ce qui s'y était passé avant eux, ou ceux qui y vivaient encore. Les premiers jours se sont passés normalement. Des cartons à défaire, des meubles à placer, le genre de chaos doux et familier qui accompagne chaque déménagement. Debra avait aimé la lumière de certaines pièces. Tony avait trouvé la cave un peu oppressante, mais il n'avait pas insisté là-dessus. Pas encore. Ce sont les nuits qui ont commencé à changer. Pas de manière dramatique, au début. Juste un inconfort diffus, difficile à localiser. Tony se réveillait à 3 heures du matin avec une certitude étrange. La certitude d'avoir entendu quelque chose. Un pas, un souffle. Il se levait, inspectait les pièces, ne trouvait rien, retournait se coucher. Mais le silence qu'il attendait dans le couloir n'était pas un silence ordinaire. Il avait une texture, une densité, comme si quelque chose retenait son souffle. Les animaux l'ont senti avant eux. Des amis qui passaient avec leurs chiens remarquaient que les bêtes refusaient d'entrer. Elles s'arrêtaient net sur le seuil, les pattes raides, un grognement sourd dans la gorge. Puis elles reculaient, sans explication visible, sans odeur suspecte, sans rien que les humains puissent percevoir. Une chatte qu'ils avaient adoptée passait ses journées à fixer un coin précis du salon. Toujours le même coin, les yeux grands ouverts, les oreilles plaquées en arrière. Elle ne mangeait plus beaucoup. Elle ne dormait plus vraiment. Un matin, elle avait disparu. La porte était pourtant fermée. Les fenêtres aussi. Debra avait pleuré ce jour-là. Tony avait cherché une explication rationnelle. Il en trouvait encore à cette époque. La pièce du fond était différente. Il l'avait transformée en chambre d'appoint. Mais quelque chose dans cette pièce résistait à la domesticité. La lumière y semblait plus froide, l'air plus lourd. C'était l'ancienne chambre d'enfant, ce que les voisins appelaient la nursery, sans vraiment expliquer pourquoi. Debra ne s'y attardait jamais. Elle ne savait pas pourquoi sur le moment. Juste une impression, disait-elle plus tard. L'impression d'être observée depuis un angle qu'elle ne pouvait pas identifier. L'impression que quelqu'un attendait dans cette pièce. Quelqu'un de petit. Puis, un soir, elle a entendu le rire. Un rire d'enfant, léger, bref, à peine audible. Elle s'était retournée. La pièce était vide, le couloir aussi. Tony était au rez-de-chaussée. Elle avait attendu, immobile, pendant ce qui lui avait semblé être plusieurs minutes. Puis, plus rien.
Elle n'en avait pas parlé tout de suite. Elle pensait avoir imaginé. Voilà ce qu'on sait de la fillette qu'on appelle Sally. À la fin du 19e siècle, un médecin occupait cette maison. Un soir, on lui avait amené une petite fille, 6 ou 7 ans peut-être. Elle souffrait de douleurs abdominales violentes. Appendicite, probablement. Le médecin avait décidé d'opérer sur place sans attendre. À cette époque, l'anesthésie était primitive, parfois inexistante. La fillette avait été maintenue sur la table, et quand le médecin avait fait sa première incision, elle avait crié. Elle n'avait pas compris ce qui se passait. Pour elle, on ne l'aidait pas, on l'attaquait. Elle avait hurlé de terreur autant que de douleur, et son cœur, trop petit, trop terrorisé, avait lâché sur cette table. Elle était morte en croyant qu'on la tuait. C'est cette confusion, dit-on, qui l'a retenue. Ce mélange de douleur et d'incompréhension, gravé dans les murs comme une empreinte indélébile. Et si cette histoire est vraie, si elle a bien eu lieu, alors la petite Sally n'est pas partie. Elle est restée là, dans cette pièce du fond, attendant quelque chose qu'elle ne comprend plus vraiment. Mais voilà ce que les enquêteurs ont compris plus tard. Ce qui habite cette maison n'est peut-être pas Sally. Les semaines passaient, et les Pickman apprenaient à vivre avec l'inconfort, à rationaliser. Debra avait commencé à noter les éléments dans un carnet. Des objets déplacés, des portes qui s'ouvraient seules, des sons inexplicables en pleine nuit. Tony regardait ses notes avec un sourire forcé. Il trouvait des explications. Vieille maison, vieille fondation, courant d'air, imagination. Jusqu'au matin où les marques sont apparues. Tony s'était réveillé avec une douleur vive dans le dos. En se regardant dans le miroir de la salle de bain, il avait vu 3 griffures parallèles, profondes, qui traversaient sa peau de l'épaule à la hanche. Des marques nettes, régulières, comme tracées avec intention. Et il n'avait aucun souvenir de les avoir reçues. Aucune sensation pendant la nuit. Rien. Il avait d'abord pensé qu'il s'était gratté dans son sommeil. Mais les griffures étaient trop régulières, trop profondes, trop précisément espacées pour un geste inconscient. Et elles brûlaient. Une brûlure constante, comme si la peau refusait de cicatriser. Et ce n'était que le début. Les marques revenaient, régulièrement, systématiquement, toujours par série de 3, sur le torse, sur les bras, sur le cou. Parfois Tony les voyait apparaître en temps réel, une douleur soudaine, une sensation de chaleur, et sous ses yeux, des lignes rouges qui se formaient sur sa peau sans que rien ni personne ne le touche. Des photos ont été prises, des médecins ont été consultés. Personne n'avait d'explication. Ce qui rendait les médecins particulièrement mal à l'aise, c'était la symétrie. Des marques auto-infligées sont rarement symétriques, rarement régulières. Les griffures de Tony l'étaient, parfaitement. Debra, elle, n'était pas physiquement attaquée, pas encore. Mais quelque chose l'a travaillé de l'intérieur. Des sautes d'humeur brutales, des bouffées d'angoisse sans raison, des pensées sombres qui surgissaient de nulle part et disparaissaient aussi vite. Comme si quelque chose testait ses défenses, comme si quelque chose apprenait à la connaître. Puis il y a eu la cave. Tony avait dû y descendre un soir pour vérifier la chaudière. La lumière était faible, les murs en pierre suintaient légèrement. L'air était froid. Pas le froid normal d'un sous-sol, mais quelque chose de plus mordant, de plus intentionnel. Il avait fait 3 pas en bas des escaliers, et il avait senti quelque chose le regarder. Pas métaphoriquement, physiquement. Comme une pression sur la nuque, sur les épaules, comme 2 mains qui s'apprêtaient à pousser. Il avait fait volte-face. La cave était vide, mais pas silencieuse. Un son, très bas, quelque part dans le fond, entre le grognement et le souffle. Il avait remonté les escaliers sans se retourner. Il n'avait rien dit à Debra ce soir-là. La semaine suivante, il était redescendu.
Il ne savait pas pourquoi. Peut-être par défi. Peut-être parce qu'une partie de lui voulait prouver que ce n'était rien. Il en était ressorti avec des griffures profondes sur le torse. 4 marques cette fois, visibles immédiatement, saignantes. Debra l'avait emmené aux urgences. Les médecins avaient traité les plaies sans poser trop de questions. Mais l'infirmière qui avait nettoyé les blessures lui avait demandé, d'une voix bizarre, « Est-ce que c'est vous qui habitez dans cette maison sur North Second Street ?» Tony avait hoché la tête. L'infirmière n'avait rien ajouté. Ils avaient cherché de l'aide. Des enquêteurs paranormaux d'abord. Des gens avec des appareils, des magnétophones, des thermomètres. Ils venaient le soir, installaient leur matériel, attendaient. Certains repartaient avec des heures d'enregistrement inexplicables, des voix captées dans des pièces vides, des fluctuations de température qui ne correspondaient à aucun courant d'air, des ombres sur les caméras infrarouges, hautes, humanoïdes, se déplaçant avec une lenteur délibérée. Un investigateur avait passé la nuit dans la cave. Il n'était jamais retourné dans la maison. Il ne parlait pas de ce qui s'était passé, sauf pour dire une chose. Ce n'est pas une fillette. Ça n'a jamais été une fillette. Puis, ils avaient appelé un prêtre. La bénédiction n'avait rien calmé, au contraire. Pendant les prières, les objets avaient commencé à bouger. Un crucifix sur le mur de la cuisine s'était retourné, tête en bas, sous les yeux de tout le monde. La température avait chuté de plusieurs degrés en quelques secondes. Tony avait senti une pression sur sa gorge, comme des doigts qui serrent. Et le prêtre avait interrompu ses prières, les mains tremblantes. Ce que Tony avait compris ce soir-là, c'est que l'entité n'avait pas peur des symboles religieux. Elle les provoquait. Il y a quelque chose que peu de gens comprennent sur la violence de cette maison. Ce n'est pas le genre d'horreur spectaculaire qu'on voit dans les films. Pas de meubles qui volent en éclats, pas de murs qui saignent, pas de révélations dramatiques. C'était plus subtil, plus intelligent. Et c'est pour ça que c'était bien plus difficile à supporter. La maison, ou ceux qui l'habitaient, savaient exactement où appuyer. Sur les doutes de Tony, sur sa fierté d'homme qui ne doit pas avoir peur, sur sa culpabilité de mettre Debra en danger sans pouvoir la protéger. Elle amplifiait ses nuits sans sommeil jusqu'à ce qu'ils deviennent méconnaissables. Elle transformait les petits conflits du couple en abîmes. Debra avait commencé à voir des silhouettes dans les couloirs. Pas la petite fille cette fois. Des formes grandes, sombres, sans visage, qui se tenaient dans les encadrements de portes et regardaient sans rien faire. Juste regardaient. Le pire, disait-elle plus tard, c'est qu'elle avait commencé à ne plus savoir si ses propres émotions lui appartenaient. La colère qu'elle ressentait parfois, cette rage froide qui surgissait sans raison. Était-ce elle ? Ou était-ce quelque chose d'autre qui l'habitait le temps d'un instant, testant jusqu'où il pouvait aller ? Ils sont partis à l'automne 1993. Ils n'ont pas annoncé leur départ. Ils ont simplement chargé leurs affaires un matin et ne sont pas revenus. Tony avait des cicatrices sur le torse qui ne disparaissaient pas. Debra avait des insomnies sévères. Leur relation portait des fractures que ni l'un ni l'autre ne savaient comment réparer. Mais partir n'a pas tout réglé. Pendant les semaines qui ont suivi, Tony faisait des cauchemars précis, documentés, répétitifs. La cave, le froid, la pression sur la nuque. Il se réveillait avec l'impression que quelque chose était dans la pièce, tout près, attendant qu'il se rendorme. Dans le milieu paranormal, on appelle ça une attache. L'idée qu'une entité peut suivre quelqu'un au-delà d'un lieu physique, qu'elle peut s'accrocher. Tony n'a jamais affirmé avec certitude que quelque chose l'avait suivi. Mais il n'a jamais dit le contraire non plus. Après les Pickman, la maison n'est pas restée silencieuse. Elle a changé de statut. Elle est devenue une destination. Des chercheurs, des équipes de télévision, des amateurs de paranormal. Tous
ont défilé sur North Second Street. Tous ont voulu voir par eux-mêmes. Et ce que la plupart ont trouvé, c'est qu'ils n'avaient pas besoin d'y croire pour que quelque chose se passe. Un journaliste sceptique avait accepté de passer une nuit là-bas pour écrire un article démystificateur. Il était resté 4 heures. Il avait quitté la maison en pleine nuit, sans ramasser son matériel. Son article n'a jamais été publié. Il a refusé d'en parler pendant des années. Une équipe d'investigation avait placé des capteurs de mouvement dans toutes les pièces, y compris la cave. À 2h17 du matin, le capteur de la cave s'était déclenché. Ils étaient tous au rez-de-chaussée. Personne n'avait descendu les escaliers. Personne n'avait ouvert cette porte. Les enregistrements EVP, voix électroniques captées dans le silence, revenaient régulièrement avec les mêmes patterns. Des mots, des réponses directes aux questions posées, des noms, parfois le nom de l'enquêteur lui-même, prononcé d'une voix basse et déformée. Comme si quelque chose avait appris leur nom même avant qu'ils arrivent. Mais voici la question que personne n'a vraiment résolue. Est-ce que Sally a jamais existé ? Les archives de la fin du XIXe siècle sont incomplètes. Les décès d'enfants lors de procédures médicales à domicile n'étaient pas toujours documentés. Un médecin a bien occupé cette maison. Ça, les recherches historiques le confirment. Mais aucun acte de décès, aucun dossier médical, aucun nom ne correspond précisément à la légende telle qu'on la connaît. Peut-être que Sally est réelle et que ses traces ont simplement disparu. Peut-être que Sally est un nom qu'on a donné à quelque chose qui n'a pas de nom. Certains enquêteurs pensent que l'entité a adopté délibérément la forme d'une fillette pour paraître inoffensive, pour créer une connexion émotionnelle, pour abaisser les défenses, et qu'une fois la confiance établie, une fois que vous avez commencé à lui parler doucement, à la plaindre, à vouloir l'aider, elle révèle ce qu'elle est vraiment. Ce qui est ancien, ce qui n'a pas besoin de lumière, ce qui attend depuis bien avant que cette maison soit construite. Aujourd'hui, la maison de North Second Street propose des nuits d'investigation à des visiteurs du monde entier. Certains passent une nuit agréable et rentrent chez eux déçus. D'autres ne dorment plus vraiment depuis leur visite. Certains disent avoir entendu, dans la cave, un rire d'enfant juste avant que les lumières s'éteignent. D'autres disent que ce n'était pas un rire d'enfant. Tony Pickman a vécu dans cette maison pendant 1 an et demi. Il dit rarement ce qu'il a vraiment vu dans la cave ce dernier soir. Celui où il est remonté si vite qu'il a laissé sa veste en bas. Certains détails de son témoignage ont changé au fil des années, comme si sa mémoire elle-même avait du mal à tenir sur ce qu'elle avait déjà enregistré. Ce qu'il dit toujours, en revanche, c'est la même chose depuis 30 ans. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça savait qui j'étais. Et parfois, la nuit, il pense encore que ça le sait toujours. Si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner, à liker ou à laisser un commentaire. De nouvelles histoires arrivent. Et surtout, ne ferme pas les yeux.